Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre. Un grand merci donc. C'est grâce à vous si cette chaîne, votre chaîne, part aussi fort et si les Incorrectibles rencontrent un tel succès. Alors comme à chaque fois je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à mettre un pouce levé si vous appréciez nos émissions et mieux encore à nous aider financièrement. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez suivre le lien Tipeee sous cette vidéo. Alors sans plus attendre, je vous présente notre incorrectible de cette semaine. De lui, il dit « De toute façon, j'étais prédestiné à devenir une sorte de journaliste. J'étais nul en tout à l'école, sauf pour faire marrer les copains et provoquer des émeutes dans la cour. » Enfin, nul, pas vraiment. Il a parcouru les plus grands médias français, mais il a surtout été l'une des incarnations les plus connues du canal de la grande époque. Il y animait en effet l'émission Le Vrai Journal. Mais s'il est avec nous ce soir, c'est pour nous parler d'un sujet grave, un documentaire qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes depuis le 25 octobre dernier, qui s'intitule 1 sur 5 sur le sujet sensible de la pédocriminalité en France. En kiosque également, actuellement le numéro 3 de sa revue L'envers des affaires, toujours sans pub, sans censure, sans pression. Bref, un peu comme nous. Vous l'avez reconnu, on est ravis de l'accueillir dans les Incorrectibles. Carl Zéro, bonsoir. Bonsoir Eric, ça c'est du lancement. C'est du lancement, on l'a travaillé avant de vous recevoir. Alors, vous êtes connu pour avoir toujours enquêté sur ce sujet difficile de la pédophilie. Première question, Carl Zéro, j'aimerais savoir comment vous êtes venu à aborder ce sujet particulièrement délicat. Par le biais du fait divers, c'est-à-dire je me suis retrouvé, quand j'ai été viré de Canal, il y avait une petite chaîne qui existe toujours je crois, qui s'appelle 13e rue et qui m'a proposé de faire des documentaires de faits divers. J'en ai fait 120, t'imagines? Donc je suis passé du statut de vedette de télé qui reçoit des politiques, qui est producteur, qui est à journaliste normal, qui prend le train, qui marche les pieds dans la glaise et qui surtout va rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec des politiciens, avec lesquels finalement, même si je les tutoyais et je leur posais des questions qui les faisaient chier, c'était quand même au théâtre ce soir quoi l'idée. C'était, on était là et bon. Là je suis avec des vrais gens. Et ces gens, puisque c'est des reportages de faits divers, ce sont des gens à qui il est arrivé des choses terribles. Et là tout d'un coup on est donc plus dans les paillettes ou dans le glamour que pouvait par moment avoir comme image Le Vrai Journal, quoi qu'il y ait eu quand même de très bons sujets d'investigation, mais il y avait le côté sketch, il y avait tout ça. Là, on n'était plus dans le sketch, on était dans un vrai truc. Et en rencontrant toutes ces personnes, au cours de toutes ces affaires, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'infiniment plus grave que ce que je pouvais imaginer concernant les violences et les meurtres sur enfants. Et donc j'ai commencé à m'intéresser plus avant à ce sujet, à rencontrer des gens. J'ai rejoint Innocence en danger, l'association créée par Omira Sellier. J'ai rencontré le journaliste Serge Garde, qui avait tenté en 2000, dans son journal de l'époque, L'Humanité, de dénoncer le scandale des CD-ROM de Zandvoort. On en a fait une émission de télé. Cette émission ensuite a été mise sur le net, etc., ainsi que tous les docs que j'ai faits sur ma chaîne à moi. Et je me suis dit, finalement, il y a une espèce d'omerta généralisée dans notre société autour du phénomène pédocriminel. C'est très vaste, et c'est pour ça que le film 1 sur 5 est un film grand public, destiné à tous, pour que les gens comprennent que c'est véritablement une hydre, qu'on est face à quelque chose qui est dans toutes les couches de la société, dans toutes les institutions, et qui est couvert. Pourquoi? Parce que, évidemment, qui dit 1 sur 5, c'est le nombre d'enfants en Europe qui ont été victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, de viols. Il y a des prédateurs. Ces prédateurs sont également dans toutes les couches de la société et font tout pour que rien ne change, y compris les lois, y compris la manière dont les pédocriminels vont être jugés. Et donc on se retrouve avec des cas indescriptibles où des enfants sont violés et le prédateur va même pas aller aux assises, il va en correctionnel et il va prendre 8 mois avec sursis. On marche sur la tête. Donc à un moment, on se dit, bon, tout ça, faut l'écrire noir sur blanc et faire des propositions. Toujours avec Omira Sellier et Serge Garde. On sort en décembre 2020 un manifeste 1 sur 5. Ensuite sort le livre de Camille Kouchner. Il y a le MeToo inceste, le hashtag qui se met à exploser, où les gens racontent ce qui leur est arrivé. Là, le gouvernement se dit « Merde, on n'avait pas pensé aux enfants. Vite une loi !»
et ils nous pondent une loi de merde qui ne protège absolument pas les enfants. Et donc, on se dit, bon, alors, puisqu'ils ont fait ça, on va le faire en film. Parce que l'avantage d'un film, évidemment en accès gratuit, c'est que tout le monde va pouvoir le voir, se le passer, y réfléchir, et que comme on tombe au moment de la campagne présidentielle, il faut en faire un des enjeux, voire l'enjeu de cette campagne présidentielle. Donc, si tu veux, d'animateurs de télé, de journalistes, de chanteurs, de n'importe quoi, de tout ce qui m'a fait marrer, je me suis mis au service d'une cause. C'est devenu le combat de votre vie. C'est le combat de ma vie, ça l'est depuis 20 ans, sauf que personne nous écoutait, donc à un moment tu tapes sur la table quand personne t'écoute. Et puis surtout, moi, faire le beau, je l'ai fait, j'ai donné, j'en ai plus rien à foutre, j'ai 60 piges, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Au moins, je vais servir à quelque chose, c'est mon combat. Alors justement, donc je le rappelle, ce film 1 sur 5, il est sorti donc gratuitement en ligne sur votre chaîne YouTube, donc 1 sur 5, je le rappelle. C'est vrai que la pédocriminalité, c'est un sujet qui est fondamental, bien sûr, dans une société. Il faut bien sûr lutter, ça me paraît une évidence. Mais il faut des vraies lois, il faut des vraies lois. Ce sujet qui est si sensible et pourtant, comme vous le montrez dans ce film, on a l'impression que c'est un sujet dont il est très difficile de parler, encore dans les médias et de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à parler de ce sujet, là où il est apparemment plus facile de parler d'autres sujets qui sont pourtant sensibles également? Pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est un sujet, quand on y pense, ça fait peur. C'est tellement dégueulasse qu'on préfère ne pas y penser. Ça, je dirais, c'est un réflexe généralisé, c'est dire non, ça ne peut pas exister. Évidemment que ça existe. La deuxième raison, c'est que, comme je te l'indiquais juste avant, s'il y a un enfant sur 5 qui est abusé, ça fait beaucoup, beaucoup de prédateurs, d'enfants. Il faut savoir qu'un prédateur, il n'agresse pas qu'un enfant. Quand il a ce goût-là, il en agresse beaucoup. Mais donc ça fait, puisque si on dit 1 sur 5, ça fait 13 500 000 victimes. Donc on va se dire plusieurs centaines de milliers de pédophiles au bas mot, qui sont dans la société et qui sont à différentes places. Certains peuvent être comme le couple Badawi dans leur HLM à Outreau. D'autres peuvent être magistrats, d'autres peuvent être policiers, d'autres peuvent être dans d'autres arcanes. Et tout ça, justement ça ma question. C'est maintenu sous un couvercle depuis des générations. Parce qu'on peut accuser mai 68 d'avoir, et mai 68 a joué dans cette affaire de pédophilie un très mauvais rôle, évidemment. Mais bien avant, il y avait une forme de gauloiserie, comme ça, c'était un peu rigolo. On le voit au début du film. Ce pauvre Maurice Biraud, acteur que moi j'adorais. Qui chante à côté de France Gall. Voilà. On voit ce côté-là, ce côté un peu corps de garde, l'esprit français gaulois. Et moi j'adore l'esprit gaulois et je suis promis à déconner s'il faut. Mais je trouve que là-dessus, il ne faut pas déconner. Et ensuite, sur ce qui est de mai 68, on a, en fait, si on regarde bien, c'est un courant qui va faire qu'on est passé d'une France un peu en noir et blanc, un peu tristouille, à une France flower power, rigolote, et c'était bien, et ça a libéré des tas de combats qui étaient très utiles, féminisme, avortement, reconnaissance de l'homosexualité, parité, tout ce que tu veux, mais malheureusement, il y avait aussi des petits malins, des pédophiles, des pédocriminels, comme on dit maintenant, parce que c'est un crime, qui se sont glissés dans le truc pour essayer de faire en sorte que la société change profondément dans la manière dont les rapports entre adultes et enfants doivent être considérés. Et ils ont commencé à faire un grand travail culturel d'abord, par le biais de Matzneff, qui était toujours invité chez Pivot. Alors pourquoi il l'invitait? Il savait bien que c'était une saleté, mais non. Ça faisait de l'audience, ça le faisait marrer les gugus qui étaient autour, et des gens considérés comme des grands intellectuels qui disaient non, mais finalement, pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut très bien, après tout, faire l'amour avec des enfants. Et alors, certains des Cohn-Bendit, je pense pas que Cohn-Bendit est pédophile, mais Cohn-Bendit s'est laissé aller sur des plateaux à dire des trucs insensés, quelle excitation quand une petite fille de 5 ans touche ta braguette. Non, mais sans déconner. Et on laissait passer ça, on laissait. On se retrouve aujourd'hui avec un problème majeur. Voilà. Et c'est difficile la question que je voulais vous poser, te poser, hein, puisque ouais, on peut se tutoyer, voilà, avec vous, c'est ta marque de fabrique de tutoyer les invités, donc je vais faire pareil. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que de manière générale, c'est un sujet sur lequel il est difficile d'enquêter? Évidemment. Est-ce que tu as reçu des menaces? Est-ce que tu as subi des pressions? Écoute, ça fait 25 ans
qu'à chaque fois qu'on en parle, on a tout le monde contre nous. Alors, quand par exemple dans une enquête précise, on va parler avec les gendarmes qui s'occupent de l'enquête, le juge, ou avec les flics qui s'occupent de l'enquête, et qu'on leur dit, attention, derrière cette affaire-là, il y a certainement un réseau. Ils nous disent, les réseaux, c'est un fantasme. Pourquoi ils nous ont répondu ça? Ils nous ont répondu ça parce qu'ils savent très bien qu'il y a un réseau, mais ils ne veulent pas d'emmerdement. Ils ne veulent pas être emmerdés dans leur carrière. Ils ne veulent pas qu'un supérieur hiérarchique vienne leur dire « Non, non, Coco, tu arrêtes ça ». Donc, ils étouffent, ils noient le poisson, ils font comme si ça n'existait pas. Au bout d'un moment, on reconnaît que ça finit par être agaçant. C'est agaçant, notamment quand tu penses aux petites victimes. Tu te dis, mais alors, il n'y a personne, en fait, pour les défendre. C'est pour ça qu'on a dit, revérifiez bien l'historique des choses que vous nous avez présentées, vous, justice, vous, police, et vous, médias, derrière. Parce que les médias, alors, soit ils se mettent des œillères, ils veulent pas d'emmerdement non plus, ils veulent pas en parler. Parce que, il y avait eu un documentaire d'Élise Lucet qui s'intitulait La fin du silence, qui avait été réalisé sur ce sujet. La fin du silence. Il n'a jamais été rediffusé et il est a priori introuvable sur Internet. Ça t'inspire quoi? Bah, ça m'inspire que j'ai réussi à le faire débloquer pour en utiliser 2 parties dans 1 sur 5. Je l'ai fait débloquer auprès de l'INA, qui jusqu'à présent l'avait bloqué. Pour des raisons... Comment t'expliques ça? Mais je ne sais pas. Voilà, c'est tout le problème de cette omerta. C'est que... et je crois que la pauvre Élise Lucet s'est bien fait taper sur les doigts. Et en tout cas, la personne... Madame Bouillon, qui était procureure à l'époque, qui est sur le plateau après le documentaire et qui vient dire qu'elle sait qu'il y a 2 enquêtes sur des charniers d'enfants, a été mutée dès le lendemain. Et quand aujourd'hui, elle est âgée, elle est en retraite, on dit, est-ce que vous voulez en parler? Elle répond, ah non, il en va de ma vie. Il en va de ma vie. Donc, c'est donc qu'il y a quand même quelque chose. Alors on va me dire, ah bah t'es complotiste, mais je suis pas complotiste du tout. Les complotistes, ils inventent, ils disent que la Terre est plate. Oui, mais c'est ça, on te reproche beaucoup de ne pas étayer de faits prouvés, avérés souvent. Mais putain, mais Epstein, c'est pas étayé. C'est quoi Epstein? L'affaire Epstein. Ils en parlent, les médias. Ils en parlent plus jamais. C'est quand même la plus belle preuve d'un réseau organisé. En plus, même c'est pas au sommet de l'État là, c'est le sommet, c'est le toit du monde. Il y a le prince Andrew, il y a Bill Gates, il te faut quoi de plus? Et il fait venir des petites. Ils font des partouzes dans son île, je sais plus comment il l'appelle, enfin c'est l'île du diable. Il fait venir, et après il fait chanter les mecs. Ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte d'un truc. Les choses sont, c'est pas du conspirationnisme, c'est tellement con de dire ça. La réalité, c'est que les gens s'emmerdent. Bien souvent, les notables, les machins, ils sont là en province, ils savent plus, tu vois, ben, qu'est-ce qui pourrait être un peu marrant, je pourrais prendre un peu de coke, on pourrait se faire une petite sauterie, une petite partouze, machin. Admettons très bien, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Sauf que il faut mettre un peu de piment dans l'histoire, donc on va bien trouver un connard qui va ramener des petites. Elles viennent d'où les petites? C'est des fugueuses, des filles enlevées, elles ont quel âge? Sauf que les gens qui sont là, ils sont là pour se marrer, donc ils se marrent. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont pas là pour se marrer, ils sont là pour filmer, faire des photos, et après se rappeler au bon souvenir de la personne en question, qui était là. Parce que le gars en question, il va avoir besoin de, je sais pas, du tribunal de commerce, pour une affaire, d'un permis de construire, d'un nanana. Et s'il veut pas le donner? Un instrument de pression. Bah attends, depuis que le monde est monde, ça marche comme ça. Donc ces histoires de pédocriminalité, c'est entre autres ça. C'est là où le thème est extrêmement vaste, parce que ça peut être, on peut aussi parler de la cyberpédocriminalité, qui a l'air de... Bon alors je sais qu'il y a la plateforme Pharos, donc ils sont censés être 20, peut-être ils sont 100, donc ce sont des gendarmes et policiers chargés de traquer la cyberpédocriminalité. Sauf que problème, ils traquent aussi les terroristes, ils traquent aussi les escrocs sur Internet à la carte bleue. Alors on leur fait des signalements, puis ils font des enquêtes. Ils sont ridiculement peu. Ils sont 1000 fois moins qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Et ils ne sont pas spécialisés dans la pédocriminalité. Je l'ai déjà dit dans d'autres médias, mais je le redis. Va faire un tour sur le dark web et tu verras qu'en 3 minutes, tu vas avoir des images que tu n'oublieras jamais. Et on n'en est même plus. Parce que il y a encore un mois, je disais, oui, n'importe quel incesteur peut filmer ses ébats avec son téléphone, puis essayer de les revendre sur le dark web. Là, maintenant, on voit que c'est tourné en studio, qu'il y a des enfants qui sont devenus comme des stars du porno. Alors, je veux bien, mais des gangbangs avec une petite fille de 8 ans, excuse-moi, et ça, c'est en accès direct. Et c'est hébergé par des gens.
des clodes qu'on connaît. Et ces clodes-là ne donnent pas les adresses IP aux flics. Donc on est en train de nous faire croire que, en fait, la technique, c'est de dire « Ah, ça y est, on a enfin arrêté Fourniret, et sans doute que c'est lui qui a tué Estelle Mouzin. » Ça, c'est pour donner l'impression, oui, on travaille sur le dossier, on est très sérieux. Ah, si on était très sérieux, Le Grélé, qui était gendarme, puis ensuite qui était flic, et qui a terminé quand même à la brigade des mineurs de Montpellier, on aurait mis 35 ans à l'arrêter. Le mec, à aucun moment, personne s'est douté dans son entourage. Soyons sérieux. Il y a évidemment... voilà, il y a une omerta totale. Le rôle de 1 sur 5, le film, et de la suite que je vais te raconter après, c'est de faire péter ce putain de système. Alors justement, tu parles de système, justement, ce qui est intéressant, c'est de faire ces nuances entre la pédocriminalité que tu qualifierais de pratique d'élite et... non, pas d'élite. Non, pas du tout. Ça serait complotiste de dire, oui, les élites, là, on rejoint... Est-ce qu'il y a une pédocriminalité d'élite? Il y a évidemment, mais il y a une pédocriminalité. Tu parlais de l'affaire Epstein. Est-ce qu'en France, il y a des réseaux? Elle est généralisée. Tu sais, il y a des gens de l'élite et il y a des gens qui sont pas du tout de l'élite. C'est pas une question d'élite. Non, mais là, on parle de cas isolés, alors que toi, tu as l'air de dire c'est pas le peuple qu'il y a des réseaux. Non, mais comprenons-nous. Il s'agit pas de dire c'est le peuple contre les élites. C'est pas un combat de type, je sais pas, comme quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes ou quand il y a les antivax ou quand bon, ça a rien à voir. Là, c'est partout. Ça a gangréné tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ça peut être dans les élites, mais ça peut être aussi dans d'autres catégories sociales. Il y a une prise de conscience à faire partout. Maintenant que le film est sorti, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent « Avant, on n'osait pas en parler, mais là, du coup, on a vu le film en famille, on en parle. Et on s'est souvenu que grand-père Roger, avec la petite, c'était pas si clair. Mais qu'à l'époque, on pouvait pas le dire. Que le curé, machin, que l'instituteur... » Alors justement, parlons-en de l'Église, parce que depuis plusieurs années, on dénonce l'Église comme un repère de la pédophilie, surtout récemment avec le rapport Sauvé. Mais on parle peu de la pédocriminalité dans d'autres institutions, telles que l'éducation nationale, l'aide sociale à l'enfance ou encore les associations sportives. Un rapport avait d'ailleurs été publié, c'était en Angleterre, par rapport à la pédophilie dans les milieux scolaires. Est-ce que tu en parles d'ailleurs dans ce film, bien sûr. 1 sur 5. Est-ce que parfois, honnêtement, l'Église n'est pas non plus un bouc émissaire facile qui permet de cacher d'autres types de pédocriminalité? J'ai l'impression vraiment, sur l'Église, là, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a que ça, faut être objectif aussi. L'Église catholique est évidemment en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Tu notes bien qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la vocation, qui deviennent curés. S'il y a eu tant de cas de pédophilie dans l'Église, tu réalises le mal qu'on fait aussi aux gens qui n'ont rien à se reprocher et qui comprends. ont une vocation qui est particulièrement agressée. C'est insupportable. Mais là encore, il faut dire... Alors je bois un coup, pardon. Il faut dire la vérité. Autrefois, dans les familles, quand un enfant, vers 12 ans, montrait des signes d'homosexualité, on disait on en fera un curé. C'est ça qui est dramatique. Et l'Église avait besoin de remplir ses séminaires, et d'avoir des séminaristes, et d'avoir des curés. Et donc on fermait les yeux, l'Église fermait les yeux là-dessus. Et elle savait bien qu'après, il serait au contact d'enfants, au catéchisme, à l'Église, et que donc, ça tournerait mal un jour. Ils pensaient que le Seigneur les protégeait. Bon. Mais tu as raison. C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de cas de pédocriminalité dans l'Église que les autres institutions seraient blanc-bleu. L'Éducation nationale a un réflexe totalement corporatiste. Dès qu'il y a une affaire qui éclate, on va protéger le prof, on va le muter pour qu'il garde son salaire, on va lui trouver des avocats pour qu'il se défende. Et en plus, il n'y a même pas de loi qui fait que quand un prof va être envoyé dans une autre école, on va lui demander son casier judiciaire. Le procureur, par circulaire, est censé prévenir le directeur d'établissement, mais comme c'est par circulaire, c'est pas une loi, donc il ne le fait pas. Prenons les ASE, aide sociale à l'enfance. Quel beau mot. En fait, d'aide sociale, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est un nid. Tout le monde le décrit et tout le monde le dit. Ceux qui en sortent, ceux qui y travaillent. D'abord, ceux qui y travaillent, il ne faut pas leur jeter la pierre parce que ils sont beaucoup trop peu nombreux et du coup, ils prennent des gens non qualifiés. Donc après, on ne peut pas très bien savoir d'où viennent les mecs, qui fait quoi. Après,
qu'est-ce qu'ils gèrent? Ils gèrent des enfants abusés. Ces enfants abusés se retrouvent par exemple en foyer, ou d'autres enfants abusés également vont les abuser. Et puis, comme toujours dans ce genre de profession, comme les trucs sportifs, les clubs sportifs, ça attire les pédos. Ils savent qu'ils vont être en contact avec des enfants. Allez les enfants, on va tous prendre la douche. Allez, tati, tata. Et donc, pareil, à chaque fois qu'il y a une histoire, hop, pam, ça se referme. Il y a un bouclier magique à chaque fois. C'est ça qu'on va faire péter. Et pour ça, il faut des lois, il faut des vraies décisions. Il faut que les gens s'engagent. C'est pas une question de politique. Tout courant confondu. Tu parlais tout à l'heure de mai 68, de cette libération, on se souvient tous de ces tribunes hallucinantes. Bien sûr, la Libération, incroyable, incroyable. Guy Hockenheim, incroyable, qui nous explique benoîtement, c'est un extrait de Aujourd'hui Madame en plus, genre années 79-80, oui, de même que il serait normal qu'il n'y ait plus de différence d'âge ou de race dans le sexe, eh bien, de même, avec les enfants, il faut que maintenant ça devienne la généralité. Non mais au secours. Tu avais vu cette interview de Jack Lang par Sonia Mabrouk sur Europe 1 il y a quelques mois? Mais il y a un extrait dans le film. Il fait un lapsus. Il fait le célèbre lapsus. C'est révoltant, ces atteintes à la pédophilie. Mais après, quand on voit que, ça c'est quand même le seul moment comique du film, c'est quand on découvre que Jeffrey Epstein, dont on parlait, lui a légué 58 000 € à une association. C'était pour faire un film, je crois. Voilà, il répond, ah c'était pour faire un film. Mais quel film? C'était pas 1 sur 5 en tout cas. Tu sous-entends quoi en disant ça? Je sous-entends qu'il y a quand même un problème, il devrait s'expliquer. Parce que le nombre de rumeurs qu'il y a sur lui depuis tellement d'années, il s'en tire toujours. Ah non, c'était pas lui, Marrakech. Non, j'y étais pas, machin, c'est jamais lui. Sauf que là, à quoi a servi cet argent? Pourquoi Jeffrey Epstein lui file de l'argent? Il a fait une association qui est bidon en plus, puisque le siège social, c'est une boutique de fleurs. Enfin, bref. Tu parlais de politique, tu penses que la gauche a une responsabilité plus importante dans ce type de sujet? Tu n'irais pas jusque-là quand même? Non. Oui, le mouvement un peu 68A, oui, une permissivité, mais en même temps, il faut pas. Non, c'est pas une question de dire droite ou gauche. Des pédos, il y en a partout. Hein. En parlant justement de politique, est-ce que, tu le disais, on arrive en plein en campagne présidentielle, en tout cas dans très peu de temps, et tout le monde est quasiment presque lancé. Est-ce que, selon toi, il y a certains candidats qui prennent ce sujet plus à bras-le-corps, que tu connais, à qui tu parles? Eh bien, justement, ça c'est la suite du film. Pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, pour voir ce qu'ils en pensent, et pour surtout leur demander ce qu'ils vont faire, on est en train de préparer, on va mettre 5-6 mesures, parce que dans 1 sur 5 le manifeste, il y en avait 25. On va réduire à 5-6 mesures. Et on va aller les voir un par un, on va filmer, j'irai pas tout seul, je serai entouré des gens des assos, et puis on va leur poser, déjà, peut-être la meilleure idée, c'est juste de voir ce qu'ils en savent, pour comprendre où ils en sont par rapport à ça. C'est peut-être plus intéressant que d'arriver et qu'ils aient déjà les mesures, et qu'ils disent, oui, d'accord, je prends toutes les mesures, voir où ils en sont, après leur expliquer les mesures, et ensuite voir lesquelles ils mettent vraiment dans leur programme, et lesquelles ils jurent d'appliquer dans leurs 100 premiers jours, qu'ils soient élus ou pas, peu importe, qu'ils prennent. Mon rêve serait que tous disent « vous avez raison ». C'est ça mon rêve. C'est que tous se rendent compte et disent oui. Parce que le changement, tu le sais très bien, il vient toujours d'en bas, il vient jamais d'en haut. T'as demandé à voir Emmanuel Macron, par exemple? Pas encore. Il nous recevra, ils nous recevront tous. Ou sinon, il te fera recevoir par Dupond-Moretti. Non, hors de question. Je ne tiens pas à le voir, ce monsieur. Pourquoi? Tu as vu 1 sur 5. On lui doit quand même une des plus grandes escroqueries judiciaires de tous les temps. Le retournement d'une affaire simple au départ. Alors, on va rappeler le contexte. Tu parles de l'affaire Doutreau. Bien sûr. Le retournement d'une situation où il y a donc des gens, en l'occurrence, on parlait des Badaouis, il s'agit d'eux, les Delay Badaouis, qui violent leurs enfants. Ils filment, ils font venir des amis, qui font venir d'autres amis. Certains autres amis amènent leurs propres enfants. Et la justice, à un moment, le truc éclate, la justice, les flics interviennent, on se retrouve avec 55 personnes, adultes, qui violaient entre 18 et 50 enfants. D'accord? Après, ça passe au tamis. On fait le petit tamis. Bon, finalement, il n'y en a plus que 18 qui vont être amenés aux assises et 12 enfants victimes. Et puis, au procès, on condamne 12 personnes.
Et là, retournement de situation, intervention de Dupond-Moretti et de ses trois, c'était les 3 mousquetaires, et les 3 avocats en plus, qui viennent nous expliquer que pas du tout, on s'est trompé, les enfants ont menti. Ah, les enfants ont menti. Très bien. Alors j'invite Dupond-Moretti à passer ne serait-ce qu'une demi-heure avec Shérif Delay ou Jonathan Delay, qui étaient les enfants victimes, qui ont été d'ailleurs indemnisés à hauteur de 20 000 francs, alors que les acquittés ont été indemnisés chacun à plus de 300 000 francs. Quand tu parles avec Shérif Delay, il te dit bien « j'ai été violé par 7 adultes, sodomisé par 7 adultes ». Ok ? Il y en a 4 en prison, donc il y en a bien 3 autres qui sont quelque part dans la nature. Et au début, je t'ai parlé de 55 adultes qui venaient dans ces soirées. Parce qu'il faut bien dire la vérité, c'était des soirées. Voilà. Donc, Dupond-Moretti a... C'est grave les accusations que tu portes sur Dupond-Moretti quand même, parce qu'il faisait son boulot d'avocat, si j'osais... Non, bien sûr, mais tu n'es pas obligé de... Non, mais tu remets en cause des décisions de justice. C'est même pas une décision de justice. Non, mais les acquittés, ils ont été acquittés. Mais très bien. Eh ben, ils sont seuls face à leur conscience. En tout cas, pour 3 d'entre eux. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je te nomme personne. Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être parfois, c'est très difficile, on le voit d'ailleurs dans ton film, d'apporter la preuve dans ce type d'affaires. Donc, il n'y avait peut-être pas... Pour ça, tu peux... Attends, dans ce cas-là, si la justice veut rouvrir le dossier, avec grand plaisir, et qu'ils réentendent les enfants de lait, et les enfants de lait leur donneront les noms, comme ils me les ont donnés. Tu notes que je n'en fais pas état. Je ne souhaite pas être accusé et poursuivi pour avoir dire que monsieur ou madame un tel... Tu n'as jamais été poursuivi. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Si, dans l'affaire Allègre. La célèbre affaire Allègre-Baudis. Là, j'ai été poursuivi... Qui t'a coûté ton poste, d'ailleurs. Oui, bien sûr. J'ai été poursuivi pendant 9 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais mis en examen. À chaque fois, j'étais blanchi. À chaque fois, j'étais remis en examen. Il n'y a pas un système derrière ça. Et à la fin, je me suis retrouvé en correctionnel. Et en correctionnel, j'ai été blanchi. Mais quand même, le mal est fait. Mais excuse-moi de revenir aussi... Parce qu'on parle toujours de ça, tu vois. Ouais, mais là, c'est toi qui en parle. Donc non, mais c'est moi qui en parle parce que... Ouais. Dominique Baudis, en l'occurrence. Oui. Honnêtement, les yeux dans les yeux, tu ne regrettes pas? Mais qu'est-ce que j'ai à regretter? C'est lui qui est allé se foutre dans la merde en passant au JT de TF1 avec Claire Chazal sur une histoire que personne ne connaissait. Dominique Baudis, il y avait 30 personnes à Paris, dont même pas moi, j'étais même pas au courant, moi je l'ai vu à la télé un soir. Et il était là et il expliquait, on m'accuse d'actes de torture sur des enfants et tout. Je fais, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Et là tout d'un coup, moi je fais le vrai journal à l'époque. Je dis à mes mecs de CAPA, faut se mettre sur l'affaire, faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors on commence à faire les sujets, et là on commence à découvrir. Et le fond de l'histoire, c'est que Dominique Baudis n'était pas quelqu'un qui était pédophile, à aucun moment. Par contre, c'était quelqu'un qui aimait s'amuser, si tu vois ce que je veux dire, et qui sortait souvent. Ben non, je vois pas ce que tu veux dire justement. Eh ben, qui participait à ce qu'on appelle des parties fines. Et donc, malheureusement, ce qu'il n'imaginait pas, du moins j'ose l'espérer, c'est que la personne qui était chargée d'être le pourvoyeur de jeunes filles, de jeunes garçons mineurs de ces soirées, c'était Patrice Allègre. Patrice Allègre, c'était quoi? C'était un dealer de coke, ok? Et on lui demandait, à l'occasion, de rendre des services et par exemple d'amener un peu de jeunesse. On lui demandait pas d'où elle venait ou comment il l'avait trouvée. Et donc tu soutiens encore qu'il aurait participé à des parties fines illégales? Illégal. En France, on a le droit de faire des parties fines. Après, s'il y a des enfants, c'est aux personnes. Mais ça ne veut pas dire que Dominique Baudis a abusé. Non, mais ça ne veut pas dire que Dominique Baudis abusait d'enfants. Je pense que Dominique Baudis, quand il est allé à la télé, en fait, il est allé à la télé parce que ses copains lui ont fait peur. Ses copains qui participaient au même parti. D'accord? Et là, c'est qui ses copains? C'est des gens de la politique? Des gens de la politique, des gens des mêmes cercles qui fréquentaient, si tu vois ce que je veux dire, et qui l'ont, ou je te dis, des gens de la même loge maçonnique, et qui l'ont balancé. Parce qu'ils savaient que, vu la stature de Dominique Baudis, qui quand même avait présenté le JT pendant des années, qui était président du CSA, l'affaire exploserait en vol. Elle a explosé en vol. Et on a dit, oui, ces ex-prostituées ont menti, mais elles n'ont jamais menti. Elles ont raconté ce qu'elles avaient vu. Elles ont été, pour qu'elles se mettent à parler... Jamais à aucun moment remis en cause leur témoignage. Attends. Mais jamais. Michel Roussel, le gendarme, il a mis 2 ans à ce qu'elle parle. Pendant 2 ans, elles ont dit à Michel Roussel, ça va t'exploser à la gueule, Michel.
eh ben, ça lui a explosé à la gueule. Le gars, il a été mis à la retraite à 42 ans, et depuis, il élève des poules. Donc, je veux bien tout, hein, mais sur cette histoire-là, qu'on ne me dise pas que c'est moi qui ai tué Baudis, j'ai tué personne, moi. J'ai tué personne. Et le poids de la rumeur, tu en avais quand même conscience. Il y a une famille derrière Dominique Baudis, ça peut être très difficile pour l'entourage. Quand des faits aussi graves ne sont pas étayés de preuves et qu'on n'arrive pas, peut-être à tort, mais en tout cas, tant qu'on ne peut pas les prouver, ce sont des accusations qu'il ne faut pas porter, puisque ça a détruit un homme, en l'occurrence Dominique Baudis. Mais je n'ai pas porté d'accusation. Je n'ai porté aucune accusation. Tu as relayé ceux qui portaient des accusations. Ah bah, il se trouve que c'était Patrice Allègre lui-même qui relayait des accusations. Et Patrice Allègre a changé d'avis le jour, 15 jours après, il se trouve qu'il prend Maître Collard, qui est depuis devenu il est député, non? Il est toujours membre du Rassemblement National. Voilà, bon. Et qui ira le voir, lui, notamment, fait... si tu dois aller voir Marine Le Pen pour lui parler Ah non, mais Collard il n'est pas candidat. Mais mais bon, c'est un moyen d'approcher peut-être Marine Le Pen. Non, mais Collard, en plus, Collard, je l'ai raconté ça dans l'envers des affaires, le premier numéro. J'ai fait... Ceux qui se posent des questions sur cette affaire Allègre-Baudis, on le trouve sur Internet, le premier numéro. Je raconte l'histoire de A à Z. Et le Collard, je le retrouve des années plus tard. Et je lui dis, t'as eu bien de la chance, toi, hein, tu as récupéré l'affaire Allègre. Quand ça a commencé à partir en cacahuète, t'as fait changer Allègre d'avis. Pourquoi t'as fait ça? Il me dit, parce que je t'en devais une. Comment tu m'en devais une? Oui, souviens-toi, me dit-il, de l'affaire de Carpentras. Alors là, je me dis, merde, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, l'enveloppe. Gilbert Collard avait dit, oui, dans cette enveloppe, j'ai les noms des assassins de monsieur Germont. Et nous, dans le vrai journal, on avait pris l'enveloppe, on avait ouvert l'enveloppe, et il n'y avait rien dedans. Et on avait diffusé ça. Et il l'avait mal pris. Et donc la petite vengeance du petit serpent à plumes se produisit quelques années plus tard au cours de cette affaire. Mais c'est annexe. Ce qui est grave dans cette affaire Allègre, c'est que c'était un serial killer qu'on a aujourd'hui 189, écoute bien, personnes mortes ou disparues dans la région de Toulouse, sur lequel il n'y a pas d'enquête. Tu as une association qui s'appelle Stop à l'oubli, qui attend toujours la vérité. L'affaire a explosé en 2003, on est en 2021. Donc, on se calme avec Baudis. Hein. Alors, Karl Zéro, il y a aussi une autre affaire dont on va parler à présent, qui est l'un des dossiers principaux de ton dernier numéro, justement, de ta revue L'Envers des affaires, c'est bien sûr l'affaire Le Landais. Est-ce que tu peux d'abord succinctement nous rappeler l'affaire et son contexte? Alors, l'affaire Le Landais, elle n'est pas à proprement parler dans le film. Elle est dans... Non, dans ta revue, dans la revue, dans L'Envers des affaires. Bon, Le Landais... Bon, en gros, je vais te poser la question un peu naïvement. Est-ce qu'il était, selon toi, un prédateur isolé ou est-ce que il était ce que tu appellerais un rabatteur? À mon sens, il était évidemment les deux. Un prédateur, il n'y a aucun doute. Alors, si on s'intéresse à combien de meurtres dans l'affaire Le Landais, pour l'instant, on en est à 2. En tout cas, un, Arthur Noyer, le caporal pour lequel il a été jugé, et une, la petite Maëlys, qu'il a donc tuée, mais d'après sa défense, il lui a donné la mort sans intention de la donner, et surtout, chose étonnante, sans l'avoir violée. Alors dans ce cas-là, pourquoi t'enlèves une petite fille si c'est pas pour la violer? Première question. Ensuite, quand éclate cette affaire Maëlys, on crée la cellule Ariane. La cellule Ariane, c'est une cinquantaine de gendarmes qui vont essayer de trouver tous les cas de mort suspectes ou de disparition suspectes dans cette région, on va dire Rhône-Alpes, autour de l'Isère, autour de Le Landais, où Le Landais peut avoir trempé. Ils arrivent à 54 cas. Là encore, ils passent au tamis, on va rester sur 13 cas. Il y a 13 cas où il est presque évident qu'il a à voir avec ces crimes. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils arrêtent la cellule Ariane et ils transmettent au juge d'instruction de chacune des affaires leurs sentiments, leurs intuitions qu'il peut s'agir de Nordal Le Landais. Le problème, c'est qu'après, les juges d'instruction reçoivent le truc, mais comme tu le sais, les juges d'instruction, ils sont souvent renouvelés, et donc les affaires, elles sont au point mort. Donc,
On a au moins 13 familles qui disent « Mince, prends le petit Lucas Tronche ». Ça, c'est récent. On a retrouvé sa dépouille. Alors, ils ont dit « Ah ben non, c'est pas le Landais. Pourquoi c'est pas le Landais ?» Alors, ils ont une explication, parce que son téléphone, le jour de la disparition de Lucas Tronche, n'a pas borné. D'accord, mais qu'est-ce qui te dit que Lucas Tronche est mort le jour de sa disparition? Et d'un. Et de deux. Nordal Lelandais avait 3 téléphones, pas un téléphone. Ils ont borné un téléphone sur une journée, pas 3 téléphones sur 3 journées. Tu vois ce que je veux dire? Pour une question de coût, ont-ils répondu à la famille du petit Lucas Tronche. Donc, là encore, tu te dis, mais c'est bizarre cette manière d'enquêter. Alors maintenant, le Landais, on a rencontré ses anciennes fiancées. Et alors elles ont beaucoup à dire. Parce que le Landais était violent. Donc elles allaient porter plainte. À chaque fois qu'elles allaient à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, on leur disait « Ah mais non, Nono, il l'appelle, les gendarmes. C'est notre copain, il est sympa, il ne fera rien. » Nono était-il couvert? Il y a un problème. Il y en a une, elle découvre qu'il fréquente un site pédocriminel, ok, qui s'appelle petite.com. Et il a même un code d'accès pour aller voir des trucs payants, le Landais. Elle va à la gendarmerie, elle leur dit, ça c'est 3 semaines avant la mort de Maëlys. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Non, Nono est sympa. Il y en a une autre, il essaie de l'écraser en voiture, elle va porter plainte, rien. À chaque fois, rien. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, parlons de la gendarmerie de Grenoble. Là encore. Qui a brûlé, c'est ça, enfin, Une semaine après la mort de Maëlys, la gendarmerie part en fumée. Et là, tu trouves ça suspect? Mais c'est pas que je trouve ça suspect. Qui fait brûler une gendarmerie? Alors on dit, ah non, c'est un groupe anarchiste révolutionnaire. Ah bon? Action directe se serait reformée, il se passe quelque chose, on nous cache quelque chose. Donc on cherche. Et alors là, on regarde les déclarations. Alors il y a des déclarations dans tous les sens, ils nous disent tous les scellés ont brûlé. Puis après, aucun scellé n'ont brûlé, de l'affaire Maëlys. Après, certains scellés ont brûlé. Finalement, qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qui n'a pas brûlé? Personne ne peut nous le dire. Au même moment, Monsieur Collomb, maire de Lyon et ministre de l'Intérieur, il dit « C'est dégueulasse de faire brûler une gendarmerie et d'empêcher la lutte contre la pédocriminalité. » Il le dit lui-même, on ne l'invente pas. Le groupe anarchiste en question, on le cherche, il n'existe pas. Par contre, on trouve un détenu proche de Lelandais qui commence à nous raconter une histoire et qui nous dit bon voilà, alors il faut lire l'envers des affaires, c'est trop long, mais et qui nous dit que bon bah, c'est des potes qui ont fait brûler le truc. Pourquoi? Parce que dans les scellés, il pouvait y avoir des choses qui nous auraient révélé que le Landais, quand il avait enlevé la petite Maëlys, eh ben c'était pas pour son propre compte. Et voilà. Donc là, ce terme horrible, le terme commande, mais qui serait derrière ces commandes? Parce que là ça encore... peut être plein de trucs. Ça peut être. Attends, on continue l'enquête. Là, on en est au numéro 3, premier article sur le Landais. Mais aucun autre média ne reprend ce que tu dis, ça ne t'étonne pas? Ça, comment tu l'expliques, Carl Zerbe? Aucun autre média ne reprend ce qu'on dit sur la pédo. Ton interview chez Pascal Praud, il y avait un malaise incroyable. Aucun autre média... je te pose la question. Regarde, récemment, par exemple, Balance ton poste m'a invité. C'est vrai. Et au contraire, a repris ce que je dis dans 1 sur 5. Ça fait 25 ans que je dis des choses et que effectivement les médias n'en parlent pas. Sans doute ils ont peur. Ils ont peur pour, je sais pas, leur carrière. Ils ont peur. Qu'est-ce que tu penses de la défense de Nordal Lelandais par maître Alain Jakubowicz? Elle m'étonne. Elle m'étonne parce que je me demande ce qu'il vient faire là. Je me demande ce qu'un grand pénaliste il a quand même été dans le procès Touvier. Bon. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est très étrange. Mais après tout, alors lui, il dit que c'est parce qu'un ami commun l'a mis en relation avec la famille des Lelandais. J'ai posé la question au premier avocat qui était commis d'office de... J'ai dit, mais c'est bizarre, l'intervention subitement, vous avez été dégagé comme ça, et il n'était pas très disert, c'est maître Méraud. Il m'a dit, ah, non, mais c'est des choses qui arrivent, enfin, il n'y avait pas... Je sais pas, c'est bizarre. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai vu ton film, c'est qu'autant il y a des causes, on voit plein de personnalités qui interviennent pour témoigner, pas forcément parce qu'ils l'ont vécu, mais simplement pour manifester leur soutien à ce combat, à ton combat, qui est noble. Comment t'expliques qu'il n'y ait aucune personnalité? Est-ce que tu as essayé d'en contacter? Je parle de personnalités du showbiz, du personnalités médiatiquement qui ont une voix, une parole qui porte. Dans ton film, il n'y en a pas une. Non, parce que là, ça aurait fait... Je parle de personnalité. Non, mais je comprends, mais ça aurait fait truc des Restos du Cœur, si tu veux, où on va dire, bon, Jean-Jacques Goldman, sois sympa, dis un mot contre la pédocriminalité.
Non, mais il n'y en a pas, il y en a pas spontanément qui t'ont dit, tiens, j'ai envie de vous aider, je vais en parler. Il y en a plein, mais ils n'ont rien à faire là. Si tu veux, l'idée de ce film, c'est de faire prendre conscience à la plus grande majorité possible de gens du fléau face auquel on est et qu'il faut éradiquer. C'est pas de faire un loin des yeux et loin du cœur, l'Éthiopie meurt pas. Non, tu vois, non, là c'est sérieux. Là, c'est nos enfants et on dit stop. Voilà. Karl, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Dans ta revue L'Envers des affaires, tu n'évoques pas que les affaires pédocriminelles. Tu enquêtes notamment sur des affaires mystérieuses. C'est notamment le cas, par exemple, du mystère de la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines en 2014. C'était dans le premier numéro. Et puis dans le dernier numéro, tu as enquêté notamment sur le suicide de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy. Est-ce qu'il a été assassiné, selon toi? L'enquête d'Éric Reynaud le démontre. C'est-à-dire un gars, alors c'est toujours pareil, on nous a présenté un gars soi-disant dépressif alors que l'après-midi, il est à l'amicale des boulistes et à une course de vélo, il est mort de rire avec ses potes. Il se suicide, mais il y a 2 balles. Alors c'est comme le gendarme Jambert dans l'affaire Émile Louis, quoi, tu vois, ça fait beaucoup 2 balles pour un seul homme. Surtout un ancien Premier ministre. Non, en gros, je pense que s'il faut chercher un coupable, c'est dans l'entourage de Mitterrand et des socialos de l'époque. Le mec gênait, il savait des trucs. Karl Zéro, merci d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles. On rappelle donc ce documentaire explosif 1 sur 5 en ligne gratuitement depuis le 25 octobre dernier, qu'on vous encourage tous à aller regarder. On rappelle également qu'il est toujours disponible en kiosque le numéro 3 de L'Envers des affaires avec un dossier spécial intitulé Le Landais à l'ombre du doute. Quant à vous, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé et si vous le souhaitez et que vous le pouvez, bien sûr, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18 h en exclusivité ici pour un nouveau numéro des Incorrectibles. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Très bonne semaine à tous.